Disposant de 7 avions, d'un bateau et de l'expertise de centaines de scientifiques des 4 coins de la planète, cette équipe a 7 semaines pour accomplir sa mission. Il faut procéder à un contrôle. Regarde par le hublot et dis-moi à quelle distance se trouve l'orage. Le projet s'intitule ICE, Expérience internationale d'étude des nuages. L'objectif, capturer un nuage, mais pas n'importe lequel. Ce que l'équipe souhaite étudier en détail, c'est le phénomène de l'orage. Darwin, capitale du territoire du Nord, en Australie. Durant la saison humide, c'est l'endroit idéal pour observer les orages. C'est au-dessus de Darwin que se forment les nuages d'orage, aussi appelés cumulonimbus. Pour un scientifique qui étudie les orages, Darwin est l'équivalent d'un grand terrain de jeu. Et l'orage porte un nom. Hector. C'est une perturbation gigantesque qui est régulièrement observée au-dessus de l'île Melville. Ses dimensions sont impressionnantes. Nous considérons Hector comme un monstre. C'est l'un des plus gros orages au monde. Il produit plus d'énergie que 10 explosions nucléaires. L'équipe d'ICE est donc venue dans la région pour observer cet orage géant à la puissance redoutable. Les avions spécialisés qu'elle va utiliser ont été conçus en Russie, en Allemagne, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Quelques-uns des meilleurs pilotes du monde vont prendre part à cette expérience. Alf Jonas sera aux commandes de l'Egret. Cet ancien pilote d'essai est commandant de l'armée de l'air australienne. En 1997, il a participé au sauvetage d'un des skippers du Vendée Globe. L'avion russe, nommé Geofysika, sera piloté par Oleg et Oleg. Oleg Senior a été décoré du titre de héros de la Russie pour sa contribution à la recherche atmosphérique. Le pilote anglais Carl Joseph s'est cassé une jambe en s'écrasant contre une montagne en Écosse, ce qui ne l'a pas empêché de marcher pour chercher du secours. Il pilotera le Dornier. Les 2 pilotes du Proteus, Mike et Brian, sont en réalité des astronautes, célèbres pour avoir été aux commandes de la première mission spatiale financée par des fonds privés. Curieusement, voyager dans l'espace semble moins compliqué que de rejoindre la ville de Darwin en avion. Tu démarres dans le hangar. En traversant le golfe de Carpentarie, les pilotes ont été confrontés à un phénomène très rarement observé jusqu'à présent. Nous étions à 14 600 mètres. En général, à cette altitude, nous sommes au-dessus des perturbations climatiques habituelles. Tout allait bien, nous volions tranquillement, quand tout à coup, l'avion a piqué du nez. Nous ne savions pas du tout ce qui se passait. Nous avons essayé de redresser l'avion. Nous avons réussi à le maîtriser pendant 1 minute et avant que nous n'ayons le temps de trouver une solution, nous avions atteint une 2e zone de turbulence. Fait troublant pour les pilotes, l'horizon était dégagé. Je n'avais jamais traversé des turbulences pareilles. Il semble que le Proteus ait pénétré une onde de gravité qui est une variation très forte de pression atmosphérique, parfois provoquée par un courant aérien descendant en dessous de l'orage. Nous n'avions jamais traversé d'onde de gravité. Je pensais que ça n'existait que dans les livres de science-fiction. L'atmosphère recèle encore de nombreux mystères. Elle s'apparente à un grand puzzle dont la plupart des pièces sont manquantes. Et l'une d'elles a une importance capitale. Il s'agit des nuages. Les nuages constituent le facteur le plus aléatoire dans la compréhension et la prévision du climat.
Le réchauffement climatique a dépassé le stade de théorie scientifique. Le phénomène est bel et bien en train de se produire. Le climat de la planète est en train de changer. Depuis les années 1960, la température n'a pas cessé de grimper. Qu'allons-nous léguer aux générations futures? D'ici un siècle, le monde pourrait avoir changé radicalement. Les nuages emprisonnent la chaleur et reflètent la lumière du soleil. À mesure que la Terre se réchauffera, la couverture nuageuse se modifiera-t-elle? Pour l'instant, les scientifiques l'ignorent. Mais l'étude des orages peut certainement apporter des éléments de réponse, car c'est à partir des cumulonimbus que se forment les autres nuages. Les chercheurs du projet ICE ne savent pas précisément ce qu'ils vont trouver. 3 hommes sont chargés de s'assurer que l'étude va dans la bonne direction. Geraint, du Royaume-Uni, accompagné de 2 Américains, David et Ed. Comment vivent-ils cette expérience extraordinaire? C'est ennuyeux 95% du temps et terrifiant pendant les 5% restants. Une erreur et nous envoyons un avion dans une zone dangereuse. Nous devons établir une communication claire pour toute l'équipe. Son temps et son budget étant limités, l'équipe se met immédiatement au travail. Tout est prêt pour le départ. Quand soudain, un orage arrive sur la ville. Ils se dirigent tout droit vers l'aéroport. S'ils avaient remarqué que ça se couvrait, ils en auraient parlé. Cette zone rouge va se déplacer lentement vers le haut de l'écran. Ça va éclater juste au-dessus de l'aéroport. Ils devraient décoller immédiatement. Ils peuvent décoller, mais il faut le faire tout de suite. S'il y a un orage dans un rayon de 8 km autour de la piste, les pilotes n'ont plus qu'à rentrer chez eux. Impossible de décoller dans ces conditions. Les pilotes regagnent les hangars. Les instruments de mesure installés sur les avions ne doivent pas prendre l'eau. Finalement, c'est assez paradoxal. Nous étudions les orages, mais nous devons éviter que les instruments soient mouillés. Un orage potentiellement dangereux est en train d'avancer en direction de l'aéroport. Nous étions prêts à décoller. Voilà qu'un gigantesque orage arrive et nous dit « Au lieu de vous laisser m'étudier, c'est moi qui viens vous voir d'un peu plus près. » Si nous pouvions prévoir ce genre d'événement, nous n'aurions pas besoin de mener cette étude. Les orages sont un grand mystère et c'est ça qui donne du piment à nos recherches. Nous ne savons jamais à quoi nous attendre. Quoi qu'il en soit, l'équipe doit impérativement procéder à des mesures et obtenir des données. Cette expérience coûte très cher et l'équipe a déployé beaucoup d'efforts. Il a fallu installer les instruments, faire venir les avions jusqu'ici. Les responsables du centre de contrôle ne peuvent pas se permettre de dépenser de l'argent dans des missions infructueuses. Heureusement, ils repèrent un orage qui leur paraît prometteur. Ça commence à se couvrir par ici. Au cours de cette mission, 4 avions vont aller taquiner Hector. L'anglais Dornier et l'allemand Falcon voleront au-dessous. Le russe Geophysica et l'australien Egret le survoleront. C'est Geraint qui dirigera la mission. C'est parti, nous décollons.
Je vous communiquerai d'autres coordonnées dans 5 minutes. Les avions se dirigent vers le nord, où Hector est régulièrement observé. Les scientifiques ont déjà jeté leur filet virtuel afin de délimiter un périmètre de 150 km de diamètre autour de Darwin. Des ballons sondes sont lâchés toutes les 3 heures. La fraction du cercle se trouvant au-dessus de la mer est couverte par le bateau. Les ballons sont équipés d'émetteurs qui enverront un instantané de l'atmosphère dans laquelle le phénomène naît, grossit, puis meurt. Évoluant à présent à l'intérieur du périmètre, les avions se rapprochent. Chaque avion qui survole Hector correspond avec l'un de ceux qui volent en dessous. Alf, qui pilote l'aigrette, travaille avec Karl à bord du Dornier. Celui-ci va prélever des échantillons des matières aspirées par l'extrémité inférieure de l'orage. Quant à Alf, il va mesurer ce qui est rejeté au sommet de la perturbation. Voici comment fonctionne un orage tropical. La perturbation aspire une très grande quantité d'air située au niveau du sol et le rejette dans la stratosphère. Lorsque nous avons aperçu un magnifique spécimen de type Hector, j'ai compris pourquoi les scientifiques avaient lancé ce projet. Volant à 12 000 mètres au-dessus de Karl, Alf se met en position. Je dois voler à travers l'enclume de l'orage, au sommet de la perturbation. L'enclume, formée par un cirrus, constitue l'extrémité supérieure de l'orage. Elle doit sa forme aplatie au vent de grande altitude. Celle-ci mesure plus de 100 km de long. C'est cette portion de l'orage qu'Alf va devoir traverser. Quelle est la dernière coordonnée? Je te réexplique. Fais 50 km dans l'autre sens et appelle-nous. Terminé. Il ne doit sous aucun prétexte dévier vers le cœur de l'orage. Le radar installé sur le Dornier va guider Alf et lui permettre de frôler le centre sans y pénétrer. Ce n'est pas très rassurant de voler si près de la zone active de l'orage. Il y a des éclairs, des cristaux de glace et des turbulences très violentes. Si un pilote était assez fou pour voler à travers le cœur de l'orage, nous pouvons aisément imaginer que son avion serait complètement détruit. Alf pénètre dans l'enclume. Je ne vois rien au-delà de l'extrémité des ailes de l'avion. Bien qu'il soit 2 fois plus haut que le mont Everest, Hector est loin d'être statique. Il se déplace latéralement, à une vitesse fulgurante. L'enclume est orientée dans le sens du vent. 6000 mètres au-dessus d'Alf, l'avion russe, le Geofysica, s'apprête à survoler le sommet de l'orage, guidé par le Falcon. Ces perturbations ont pour principal effet de transporter des éléments dans la stratosphère, la seconde couche de l'atmosphère terrestre. C'est là que se situe le trou de la couche. Il semblerait que ces orages rejettent de grosses quantités d'ozone. Nous ignorons pourquoi, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais heureusement, contrairement à la plupart des autres avions, le Geofysica peut atteindre cette couche de l'atmosphère. Les pilotes russes vont raser le sommet de l'orage. Ce nuage est très impressionnant. À l'intérieur, il y a des éclairs, mais nous ne pouvons pas les voir à la lumière du jour. Étant donné que le Geofysica évolue à une altitude extrême, son partenaire, le Falcon, doit lui aussi voler très haut. Alf ayant amorcé une descente, son avion ne vole plus qu'à 300 mètres au-dessus du Falcon. Dis-leur d'aller aussi loin qu'ils peuvent, mais de rester dans un secteur où ils peuvent rebrousser chemin si nécessaire. D'accord. Soudain, les scientifiques s'aperçoivent du problème.
Juste ici. Nous allons essayer. Croyez-moi, quand le pilote nous annonce qu'il n'est pas au bon endroit, nous devons nous dépêcher de trouver une solution pour rectifier la situation. Pourquoi il n'est pas monté? Nous lui avons demandé d'aller d'un point A à un point B, et lui est parti vers l'ouest. Les avions réussissent finalement à terminer la mission sans encombre. Sur le chemin du retour, Alf prend le temps de profiter de la vue. En observant la partie située sous l'enclume, je me suis aperçu que cette grosse portion de la perturbation s'effondrait sur elle-même. C'est un spectacle extraordinaire. Bien qu'ayant accompli la mission avec succès, Alf estime que le centre de contrôle a encore des efforts à faire sur la communication des informations. En faisant part à Geraint de son avis, il comprend que ce dernier analyse l'incident différemment. Tu n'aurais pas dû descendre en deçà de 38. D'accord. Parce que le Falcon volait à 36. Tu m'as dit qu'il était beaucoup plus loin. Il était beaucoup plus loin, mais il s'est rapproché. Cet événement me rappelle des souvenirs. J'ai 22 amis pilotes qui sont morts en vol. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un métier très dangereux. Que faut-il changer pour corriger les dysfonctionnements qui se sont produits aujourd'hui? À la fin de l'expérience, nous serons complètement au point. Nous avons déjà beaucoup appris. Il existe un autre moyen de collecter des données sur les phénomènes de grande altitude. C'est ce que deux scientifiques spécialistes des ballons-sondes, Terry Deschler et Jenny Mercer, vont nous démontrer. 242 ? Il est parti où ? Les avions qui volent en extrême altitude ne peuvent pas dépasser la couche inférieure de la stratosphère. Il n'existe que deux moyens de l'atteindre, le lâcher de ballon ou l'envoi de fusée. Nous allons utiliser les ballons. Anthony, c'est à toi. J'ai besoin de toi. 242 ? À 3, on lâche le ballon. 3. Au revoir. Au revoir. Terry avertit le contrôle du trafic aérien de la présence du ballon. Je voulais vous dire que nous l'avons lancé. À tous les pilotes volant au sud de Darwin, nous vous signalons la présence d'un ballon-sonde de couleur argentée qui vole actuellement à 3000 mètres et continue de monter. Il a bien parlé d'un ballon? Les techniciens refroidissent les pneus d'Oleg à la manière russe. C'est un peu bizarre comme méthode. Ce refroidissement soudain pourrait faire exploser les pneus. Enfin, j'imagine que tout ça a été vérifié. Pour moi, c'est un grand honneur, mais aussi un plaisir de piloter cet avion. Et c'est surtout un plaisir de pouvoir le faire atterrir. Il continue de grimper. Ayant parcouru plus de 30 000 mètres, le ballon de Terry a atteint une altitude inaccessible pour les avions. Le contrôle aérien a été prévenu. Quand il aura atteint une altitude de 33-34 km, nous enverrons une commande qui provoquera la rupture du ballon. Ensuite, les instruments retomberont en toute sécurité grâce à un parachute. Un vent latéral fait dévier les instruments en direction d'un stand de tir de l'armée. Y a-t-il des munitions qui risquent d'exploser? Non, ne vous inquiétez pas. Nous voudrions éviter de marcher sur une bombe, tant qu'à faire. Pendant la nuit, Terry et Jenny ont analysé les données préliminaires collectées par le ballon. Elles indiquent la présence en grande quantité de minuscules particules de glace et de poussière qui flottent à très grande altitude dans l'atmosphère. Peut-être y ont-elles été laissées par un orage. Ce genre d'informations présente beaucoup d'intérêt pour les chercheurs d'ICE. Ils semblent particulièrement captivés par tout ce qui concerne la glace. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir davantage d'informations sur la quantité, la taille et la forme des cristaux de glace qui se trouvent dans les nuages Cirrus, qui font eux-mêmes partie des phénomènes orageux.
Un orage atteint une altitude telle que l'humidité qui s'échappe de l'enclume gèle instantanément. Ces nuages si fins, nommés cirrus ou encore nuages de glace, restent présents bien après la disparition de l'orage. Dans la bataille qui fait rage entre le Soleil et la Terre, ces nuages de glace se trouvent en première ligne. Voici Proteus, le spécialiste de la glace. Le Twin Otter va l'accompagner dans une mission destinée à récolter des échantillons de glace. C'est David Starr qui dirige les opérations. Il faut grimper. L'objectif, mesurer des cristaux de glace microscopiques flottant à 15 000 mètres d'altitude. Imaginez un avion volant à environ 130 mètres par seconde qui essaie de mesurer un cristal de glace d'à peine 1/100 de millimètre. Il est nécessaire d'utiliser des appareils très sophistiqués pour faire ce type de mesure. Une microcaméra guidée par laser a été fixée sur l'aile de l'avion. La taille des cristaux de glace présents dans les cirrus a une incidence capitale sur le climat de la planète. Les cirrus peuvent affecter le climat de deux manières. Soit ils le refroidissent, soit ils le réchauffent. Ces deux effets ont une importance cruciale. Les nuages de glace composés de gros cristaux laissent passer plus de chaleur. Ils jouent en quelque sorte le rôle de couverture chauffante pour la Terre. Parmi eux, ceux qui contiennent de petits cristaux reflètent la chaleur. Ils servent donc de bouclier thermique. Les scientifiques de l'expérience ICE aimeraient comprendre pourquoi un orage produit des petits ou des gros cristaux. Ils ont donc demandé à Mike et Brian, les deux pilotes ayant traversé une onde de gravité, de filmer les cristaux de glace qui viennent de se former à l'extérieur d'un orage, tout près du cœur de la perturbation. Nous comptons sur les scientifiques pour nous tenir à l'écart du centre. Ils savent à quel point ce serait dangereux de traverser un orage tel qu'Hector. Nous ne voulons pas leur faire peur. Ils nous demandent de nous approcher suffisamment pour voir les cirrus et les cristaux de glace qui se forment à l'extrémité de l'orage. Mais ils ne veulent surtout pas que nous soyons en danger. Bien déterminés à récupérer leurs données, Terry et Jenny ne vont pas se laisser impressionner par des bombes. 13 km. C'est par ici ou par là? Par là. Par là? Non, non, non. Par ici? C'est dans cette direction. Par là. Il faut aller par là? Non, par là. C'est ce que je viens de dire. Il faisait trop chaud pour continuer les recherches. Pour Mike et Brian, la mission se révèle encore plus mouvementée que prévu. C'est très impressionnant de voir le sommet d'un orage. Nous n'étions pas du tout rassurés. On va essayer de vous faire continuer sur cette trajectoire aussi longtemps que possible. Ils ne vont pas vouloir aller trop près. Ils ne vont pas le traverser. Il faut que les pilotes soient sûrs que nous savons ce que nous faisons. Surtout si nous leur demandons de suivre une direction qui leur semble dangereuse. Désolé, je reprends. Ils prendront les instructions du poste de contrôle avec beaucoup plus de réserve. Essayez d'accélérer. Nous essayons de suivre toutes les instructions qu'ils nous donnent. Mais si ce que nous voyons nous semble dangereux, nous ferons demi-tour. Quel soulagement de s'éloigner du sommet de l'orage. Ça nous a fait vraiment très peur. Il n'était pas là tout à l'heure. Le centre de contrôle a des difficultés à joindre le Proteus. Le signal faiblit. Proteus, ici ICE. Dès le départ, le Proteus et la base ont eu des difficultés de communication. C'était assez stressant. J'ai mauvaise haleine. C'est nous qui prenons les décisions. Les scientifiques n'ont pas leur mot à dire. Si la situation nous semble trop risquée, nous nous en éloignons. Un point, c'est tout. Proteus, ici ICE. Habituellement, lorsque nous travaillons sur les perturbations climatiques, nous volons dans des zones éloignées des orages, ce qui nous permet de réagir plus rapidement. Proteus, ici ICE.
Pour cette expérience, nous traversons les nuages en essayant d'éviter les secteurs violets. Notre radar affiche les différents phénomènes selon une légende de couleur. Et le violet, c'est très mauvais signe. L'expérience a commencé il y a une semaine et l'équipe a déjà pris du retard. Au même titre que la sécurité, le budget et les délais font partie des préoccupations des scientifiques. Ice, j'écoute. Je vous entends mal. L'utilisation de ces avions coûte très cher. Il n'y a pas une minute à perdre. L'expérience se poursuit. Puis l'hélice de l'aigrette tombe en panne. C'est Jorg, le pilote qui a fourni l'avion, qui est responsable de son entretien. La panne de l'hélice de l'aigrette est le contretemps le plus sérieux que nous ayons eu jusqu'à présent. L'avion va rester cloué au sol une semaine, ce qui est beaucoup. Nous sommes pressés par le temps pour cette expérience. Ça n'a pas marché. La tension monte entre les pilotes et les scientifiques. Nous n'avons pas eu les données. C'est exact. Vous ne savez pas ou vous n'avez pas les données? Nous n'avons pas les données. Certaines personnes qui n'ont pas l'expérience de ce genre de projet élaborent des plans très complexes. Pour ce genre d'expédition, il est impératif de tout prévoir dans les moindres détails. C'est l'un des problèmes que nous avons, selon moi. Nous essayons de réaliser une expérience scientifique de grande envergure avec des ressources très limitées. J'ai peur que nous soyons allés trop loin. L'équipe du Geophysica compte 20 personnes qui sont là uniquement pour entretenir l'appareil. Le pilier de l'équipe russe s'appelle Mishka. Il a 75 ans. On peut tout réparer avec un tournevis. Les autres pilotes viennent étudier l'appareil. C'est un avion typiquement russe. Robuste et massif. Regarde-moi ça, David. Hop là. Nous sommes tous montés sur la même aile et elle n'a pas bougé d'un poil. Carl et moi, on est allés jeter un coup d'œil dans le cockpit. On aurait pu décoller si nous avions voulu, mais il n'y avait pas assez de place pour nous deux. Merci beaucoup. Terry et Jenny sont toujours à la recherche de leur gadget. Nous partons de cette intersection. Oui. Nous allons au début du sentier et ensuite nous tournons là. Nous devons aller par là. C'est pas grave. Bien que l'aigrette soit hors course, l'expérience doit continuer. Les Russes et les Allemands vont entrer en action. Il arrive qu'un nuage semblable à un voile se forme au sommet de l'orage. Ce phénomène, appelé couvercle, annonce la présence de violents courants d'air ascendants et constitue un danger important pour les avions dont il peut geler le fuselage. Les scientifiques ont demandé aux pilotes russes de le traverser. Il est gros, l'animal. Nous apercevons bien la bulle sur le dessus. Reste à savoir si les données recueillies seront utiles. Quoi qu'il en soit, l'équipe est fière d'être la première à accomplir cet exploit.
Les scientifiques sont des êtres à part. Leur cerveau ne fonctionne pas comme les nôtres. Ils veulent toujours aller plus loin. Jusqu'où va ce marécage? Bon, traversons-le. Nous sommes à 3 km/h. Juste à côté de la zone interdite d'accès. Bonne nouvelle, tous les instruments sont là. Il y a toujours un risque qu'une partie des objets tombe à cause de la violence de l'impact. C'est une réussite. Nous sommes ravis d'avoir trouvé nos instruments et de voir qu'ils sont en bon état. Dans les cieux, l'expérience se poursuit. Le Falcon est équipé pour l'étude des éclairs qui sont visibles au coucher du soleil. Pouvons-nous traverser au milieu? Ce genre de mission nécessite des pilotes très expérimentés parce que nous volons tout près des zones actives de l'orage. Comme l'avion est secoué par des turbulences très violentes, il est indispensable de mettre sa ceinture. Je me sens quand même en sécurité. Le capteur météo installé sur l'avion a été touché par la foudre. Il s'est trouvé sur la trajectoire d'un petit éclair. L'éclair est un élément central de l'orage. Dans la mesure du possible, nous essayons d'éviter la foudre pendant les vols car les instruments coûtent très cher. Nous avons vérifié que tout fonctionnait. Par chance, la décharge n'était pas importante. Le Falcon et l'aigrette étant hors service, c'est à bord du Dimona, un tout petit avion que Jorg va embarquer. Il vole à environ 20 mètres au-dessus de la surface de l'océan et de la cime des arbres. Ainsi, nous pouvons mesurer la quantité d'eau qui s'évapore de l'océan et de la surface de la Terre. La vapeur d'eau est l'un des facteurs qui permet à Hector de se déplacer. Comment arrive-t-elle jusque-là? La mission de Jorg consiste à mesurer la quantité d'eau évaporée en restant aussi près de la source que possible. C'est un canot de sauvetage. Jorg doit rester très vigilant, parce qu'en volant à moins de 300 mètres du sol, nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour corriger sa trajectoire. Ed Zipser est chargé de guider Jorg. Tant que le vent soufflera dans cette direction, ça ira. Le bateau effectue ce type de mesure en permanence, mais elle ne concerne qu'un seul et même secteur. Nous cherchons à obtenir des données sur une zone beaucoup plus large. Le seul moyen d'y parvenir est de survoler cet espace en avion. Jusqu'où tu veux qu'il aille? Jusqu'où il acceptera d'aller. Jusqu'où tu penses pouvoir aller? L'équipe convainc Jorg de voler jusqu'à 70 km au large afin de faire correspondre ses mesures avec celles du bateau. C'est ainsi que s'achève sa mission. Les données recueillies au-dessus de la terre ferme se révèlent tout à fait étonnantes. L'air était envahi de particules de fumée, ce qui nous a surpris. C'est un paramètre très important que nous allons intégrer à nos modèles. Nous sommes curieux de savoir quel effet ces particules peuvent avoir sur l'orage. Les particules qui flottent dans l'air jouent un rôle essentiel dans la formation des nuages.
Nous avons remarqué que les orages semblent plus violents au-dessus des espaces aériens très pollués, notamment par les fumées d'incendie. L'une des théories consiste à dire que les masses d'air polluées favorisent la formation des orages. C'est une affirmation controversée, mais elle fait partie des hypothèses que nous étudions dans le cadre du projet. La pollution étant en augmentation, que pouvons-nous en déduire sur l'évolution des orages? Les orages se forment soit dans des espaces aériens propres, soit dans des masses d'air polluées. Ceux qui se développent dans des espaces pollués par des fumées d'incendies forestiers semblent plus violents et produisent davantage d'éclairs que les autres. Nous cherchons à expliquer cette différence. Je prendrais bien un verre. La présence des insectes sur l'aile prouve que j'ai volé très bas au-dessus des terres. Bonne nouvelle pour Jorg, les pièces de l'hélice sont arrivées. Rudy m'a dit, Alf, ton avion a été réparé, tu peux le piloter. L'Egret peut reprendre du service, mais le pilote souhaite s'assurer qu'il est en état de voler. Quand je regarde l'Egret ou le Geophysica, je me demande comment les pilotes peuvent contrôler l'état de leurs appareils. J'ai inspecté l'avion minutieusement à la recherche de la moindre goutte d'huile ou de la moindre vis qui pourrait poser problème. Je fais ces vérifications avec beaucoup de vigilance. Avant de voler, j'ai remarqué que plusieurs vis n'avaient pas été correctement resserrées. Regardez celle-ci. En tant que capitaine de l'avion, c'est moi qui suis responsable de la sécurité de l'appareil. Peu après le décollage, un problème survient. Le compteur indique que la vitesse chute. J'ai mis les gaz et essayé de stabiliser l'avion, mais quelque chose clochait. Tout à coup, mon compteur a indiqué que ma vitesse était à 0. Quand on perd de la vitesse en vol, on n'a aucun repère, on navigue à vue. J'ai envoyé un signal de détresse. Ce qui veut dire, j'ai un problème grave, je dois atterrir sur le champ. Le hic, c'est qu'en faisant demi-tour, j'ai vu qu'un orage grondait au-dessus de la piste d'atterrissage. Je me suis dépêché de poser l'avion sur l'autre piste. Il a fallu éviter l'orage et les éclairs. Il a dû avoir très peur. Quand la trappe du cockpit s'est ouverte, le pilote est resté assis là pendant quelques minutes. Il reprenait ses esprits. Je me suis demandé ce qui avait provoqué cette panne. Il s'avère que lors de l'installation de l'équipement scientifique, les instruments de bord ont été déréglés. J'avoue que le vol a été plutôt désagréable, de mon point de vue. C'est de loin l'expérience la plus difficile à laquelle j'ai participé. Chose étrange, le même jour, le Geophysica a rencontré le même problème. Comment un incident aussi rare peut-il se produire à 2 reprises en l'espace de 24 heures? Il se peut que les 2 pannes aient été provoquées par l'équipement scientifique qui a détraqué les instruments de bord. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais la coïncidence est troublante. Il faudra que j'en parle au pilote russe. Ce sont des choses qui arrivent. La panne est réparée et les mécaniciens sont priés de faire plus attention lorsqu'ils manipulent les avions. À cause de ce contretemps, les chercheurs voudraient enchaîner les missions sans interruption.
Dans les jours qui viennent, nous allons voler quotidiennement. Ce n'est pas facile, mais nous n'avons pas le choix. Il faut rattraper le temps perdu. Après les pannes à répétition, Rudy, l'ingénieur de l'aigrette, craint-il que le sort s'acharne? Pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Le vol des Russes se prolonge dans la nuit. Oleg ne peut compter que sur lui-même. Il n'y a aucun scientifique pour le guider. Les nuits sont longues. Les vols durent 4 ou 5 heures. Quand nous volons de nuit, nous voyons mieux les étoiles. Certains craignent que les choses aillent un peu trop vite. En salle de réunion, sur une carte bien nette, tout me paraît très clair. Mais de là-haut, nous ne voyons pas le sol et j'ai besoin de savoir où je peux me rabattre si j'en ai besoin. Ce travail acharné finit par porter ses fruits. Alf vient de voler tout près du plus gros spécimen de type Hector observé depuis le début de l'étude. La mission a été une vraie réussite. Les indications des scientifiques nous ont permis de rester à distance du cœur de l'orage. Nous leur avons fait entièrement confiance. Nous avons survécu et nous sommes rentrés entiers. Tout a été comme sur des roulettes. Nous avons remonté la pente. Nous sommes très optimistes. Lors de son vol à proximité des vestiges du gigantesque Hector, le Proteus a récolté des données à l'intérieur des Cirrus. Ces résultats ont de quoi réjouir les scientifiques. Nous avons essayé de suivre un nuage de glace et d'étudier son développement et son évolution. Nombreux sont ceux qui pensent que les nuages Cirrus sont pour ainsi dire morts. Qu'ils se forment puis voguent au gré du vent, de manière complètement passive. Les informations rapportées par le Proteus semblent indiquer le contraire. En s'éloignant de l'orage, on s'aperçoit que les éléments qui le formaient ne se décomposent pas, bien au contraire. Ils se régénèrent. C'est la forme des cristaux de glace qui nous l'indique, grâce à ces rosaces qui apparaissent à ce moment-là. Cette information est-elle liée au mystère qui entoure la taille des cristaux? Les chercheurs du projet ICE l'ignorent, ce qui ne les empêche pas de savourer leur victoire. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. David et Greg sont tellement heureux qu'ils ont hâte de pouvoir rentrer pour étudier ces données. La plupart ont obtenu les données qu'ils attendaient. Ils vont pouvoir rentrer pour les analyser. S'ils pensent pouvoir partir maintenant, ils se trompent. Ils se contentent d'une poignée d'informations inédites qui pourraient faire l'objet de quelques articles. Moi, je ne m'autorise pas à rentrer pour l'instant et ils ne devraient pas partir non plus. Ed aimerait observer un dernier orage de grande envergure et contre toute attente, le phénomène se présente. Au beau milieu du périmètre, une grosse perturbation se prépare. Plusieurs orages font leur apparition et entament une rotation ensemble.
C'est la première fois que des scientifiques enregistrent la naissance d'un cyclone. Curieusement, la dépression tropicale avance en direction des terres et continue à s'étendre. Le Dornier se prépare pour une dernière chasse à l'orage. L'équipe de Karl va devoir accomplir 2 prouesses, attraper l'orage et rentrer en toute sécurité. Le vent souffle fort. Le Dornier n'est pas tombé en panne une seule fois depuis le début de l'expérience. Son taux de fiabilité est excellent. Pour nous, c'est une donnée très intéressante. Les scientifiques baptisent le cyclone Len-Fun-Jon. En général, les cyclones évoluent au-dessus des océans. En l'absence d'humidité, ils se flétrissent et meurent. Len-Fun-Jon est à 2000 km à l'intérieur des terres, au-dessus du désert de Tanami. Mais que se passe-t-il donc à l'intérieur de cette dépression étrange? Est-ce un phénomène normal, bien que rare? Ou est-ce là un aperçu de ce que le réchauffement climatique va provoquer? Des cyclones qui survivent à la traversée des déserts, des orages de plus en plus fréquents et dévastateurs. L'équipe est satisfaite. Elle a pu enregistrer avec précision la naissance du cyclone. Le Dornier a recueilli des données sur ce qui se passait au cœur de cette dépression. Bref, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Nous avons trouvé tout ce que nous attendions. Tous les experts en météorologie tropicale du monde ne parlent que de ça. Ils se demandent ce que peut bien être ce phénomène et comment il a duré si longtemps. L'expérience touche à sa fin. À quelle conclusion les chercheurs sont-ils parvenus? Les nuages vont-ils nous sauver ou nous mener à notre perte? Nous venons d'achever la partie expérimentale du projet. À présent, l'analyse et l'interprétation des résultats devraient prendre 3 ans. Disons qu'il s'agit d'un pulse de 500 pièces. Malgré la somme des informations récoltées au sol et dans le ciel, nous avons environ 16 pièces à notre disposition. Personne n'a trouvé de meilleur moyen d'étudier ce qui nous attend dans les années à venir. Nous avons énormément progressé, mais il y a encore beaucoup à faire. Les pilotes sont heureux de rentrer chez eux vivants. Dans l'aviation, on appelle ça la gestion du risque. Ça consiste à rester en vie pour voler un jour de plus. Nous avons pris pas mal de risques alors que nous pensions que ça allait être une partie de plaisir. Ce n'était pas vraiment le cas. Nous quittons l'Australie, mais elle aura toujours une place dans nos cœurs. Je retourne en Angleterre. Ma fille de 18 mois a oublié à quoi je ressemble. Je suis impatient de rentrer chez moi. Veuillez vérifier que votre ceinture est bien attachée. Hector, l'orage de la région, a décidé de nous faire une visite surprise.